Pourquoi t'as pleuré, frère? Pourquoi t'as pleuré? Vaste question. Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smartfire. Pourquoi t'as pleuré? C'est une question que j'ai eue et qu'on m'a posée en long, en large et en travers, notamment à la suite de ma vidéo sur le 15 000 calories challenge, vidéo que j'ai tournée à Dubaï en février, mars, début mars probablement. Il y a énormément de gens, et à 95% des mecs, qui sont sentis hyper remis en question dans ma virilité, ou dans la leur, sans doute davantage dans la leur, à la suite de ma performance culinaire dans la vidéo et le fait que j'ai réussi à déglinguer ce challenge qui me résistait depuis maintenant 4 ans, et surtout à la suite du fait que j'ai laissé aller mes émotions et que j'ai lâché prise et que j'ai été touché et ému suffisamment pour pouvoir pleurer et verser une petite larme à la fin de la vidéo. Pourquoi ? Quelles ont été les réactions des gens qui ont vu ça ? Qu'est-ce que ça raconte sur la culture YouTube, sur la masculinité, potentiellement sur la masculinité toxique en 2021 ? Et qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que j'ai envie de vous raconter à ce propos-là et face à ces réactions. J'ai envie de réagir à ça, pas à chaud parce que ça fait 6 mois, mais c'est une idée que j'ai dans la tête et c'est un podcast que j'avais envie de vous faire parce que je trouve que ça a assez duré, parce que je trouve que c'est pas normal aujourd'hui qu'on ait ce genre de réaction et que je pense qu'il est grand temps de se libérer de ce genre de carcan, de ce genre de venin et de poison psychologique, de bien-pensance virile et masculine, et qu'on n'a pas besoin de ce genre de réflexion nauséabonde, permettez-moi l'expression, pour pouvoir être un mec, pour pouvoir être un homme en vrai en 2021, et qu'il y a pas mal de choses dont il faut savoir s'affranchir à mon humble avis. Je profite du fait d'avoir une énorme pharyngite pour pouvoir vous faire ce podcast, parce que j'ai repoussé le fait de vous enregistrer un podcast que je devais vous enregistrer depuis une semaine, et que justement un de mes abonnés m'a dit putain tu devrais trop enregistrer un podcast avec la voix de Bagheera, parce que quand j'ai cette voix j'ai l'impression d'être comme Bagheera dans les livres de la jungle quand il fait Bagheera. Et en fait je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que ma voix va être très différente de d'habitude et que ça va très probablement vous apporter quelque chose de différent. Et en plus, qui plus est, ça me plaît de filer la métaphore de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de faire plutôt que d'attendre que les choses soient parfaites pour les réaliser. Done is better than perfect. Et un podcast avec la voix complètement fracassée et éraillée est probablement mieux que pas de podcast du tout. Donc pourquoi t'as pleuré, frère ? Déjà, j'aimerais remettre en question par définition l'absence totale de logique de cette question, puisque pleurer est par définition... J'ai pas regardé la définition, ça peut être assez intéressant qu'on le fasse ensemble, remarque. Je viens de verrouiller mon portable pour m'assurer qu'il sonnera pas, qu'il nous dérangera pas, mais en fait, si on va chercher la définition dans le Larousse, pleurer, verbe transitif, déplorer, il pleure la perte d'un ami, ok. Ou alors tout simplement, plus physiologiquement parlant, intransitif, répandre des larmes. Elle sait ça de pleurer, pourquoi pas il? Elle sait ça de pleurer, il pleure à chaudes larmes. Merci, le Larousse, d'avoir donné une définition un petit peu non binaire et inclusive. Donc c'est simplement répandre des larmes. Par définition, pleurer, puisque dans la première définition on parle de déplorer la mort de quelqu'un ou de donner libre cours à sa tristesse, et que dans la deuxième on parle de simplement libérer du fluide, un peu comme pourquoi t'as salivé, pourquoi t'as saigné, pourquoi t'as éjaculé éventuellement. Par définition, on est en train dans une question, pourquoi t'as pleuré, de reprocher un acte qui se voudrait un acte conscient, rationnel, limite volontaire, alors que par définition, il me semble que la notion même de pleurer est typiquement émotionnelle, donc typiquement irrationnelle, donc typiquement hors de contrôle, et qu'en tout cas, et c'est le but de ce podcast, c'est de réfléchir à la notion de contrôle et se poser la question de savoir si en 2021, pour être un mec, il faut absolument toujours être dans le contrôle, ou si on peut s'autoriser un peu de lâcher prise, un peu de spontanéité, un peu de self-control dans un continuum de liberté et de relâchement du slip,
plutôt que de devoir toujours être dans la retenue, dans le contrôle et la maîtrise totale de ses émotions. Ça me rappelle une phrase qui sort d'un film que j'ai pas vu, je crois, je sais pas si c'est pas dans Le Cœur des Hommes, où il dit on n'est pas bien là, détendu du gland, et on bandera quand on a envie de bander. C'est un peu l'idée, c'est un peu ça. Désolé, j'ai dit déjà plein de gros mots au bout de 5 minutes de podcast. Mais je crois pas qu'aujourd'hui, pour être un homme, il faille absolument être dans le contrôle et dans la retenue et dans la superbe et dans la maîtrise. À la Jean Gabin qui, dans ses contrats de cinéma, signait qu'on le verrait jamais accroupi, couché ou de dos. Parce qu'un homme digne de ce nom se doit d'être de face, droit dans ses bottes et debout. Aujourd'hui, je trouve ça un peu ridicule. Je pense que le cinéma a aussi compris qu'il faut savoir célébrer des anti-héros. On voit James Bond 007, incarné par Daniel Craig, qui, ne serait-ce que dans l'épisode avec Vesper Lynd, c'est quoi ? Casino Royale, on est réduit à la fin à être limite émasculé, puisque le chiffre lui broie ce qui lui sert de gonade à grands coups de bout ou de corde d'amarrage, on ne sait pas trop, et qui passe 3 semaines dans une maison de santé au bord du lac de Côme et à faire des sous-entendus à sa nouvelle meuf en lui disant qu'il lui reste assez peu de virilité physiologique et matérielle et qu'on ne sait plus bien si c'est les testicules ou même la capacité érectile qui lui manque quand il lui dit tout ce qu'il reste de moi, tout ce qu'il reste en parlant de son petit doigt. On a aujourd'hui des anti-héros au cinéma qui sont d'autant plus humains, d'autant plus puissants dans leur force de conviction et d'émotion qu'on peut s'identifier à eux, tout simplement, parce que c'est des êtres humains normaux et personne n'est 24 heures sur 24 le Jean Gabin qu'on voit pendant 1h30 de film. C'est pas possible, c'est pas souhaitable et personne n'a envie d'être comme ça. Et même Jean Gabin dans l'intimité avait très probablement des moments où il était couché. Je pense pas que Jean Gabin dormait debout, même si Clémenceau s'est fait enterrer debout par exemple, ce qui est un joli symbole, mais je pense pas que ce soit souhaitable en termes d'hygiène de vie de dormir debout comme les girafes. Bref, tout ça pour dire que pleurer c'est normal, pleurer c'est humain, pleurer c'est physiologique. Quand on prend un moustique dans l'œil, on pleure. Quand on prend une mouche dans l'œil, on a des larmes qui coulent pour humecter probablement la cornée, pour rétablir l'homéostasie de l'iris, et j'en passe, c'est les meilleurs, je suis pas ni ophtalmo ni opticien. Mais c'est une réaction physiologique normale. J'allais presque dire physiologique, mais c'est ça. Pleurer, c'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est pas une tare. Pleurer, c'est pas un manque de contrôle, c'est pas un manque de superbe. Je vais vous énumérer les fois où j'ai pleuré dernièrement, parce que c'est une question qui revient de temps en temps quand je fais des Q&A. On me demande, c'est souvent des filles, c'est touchant, qui me disent c'est quand la dernière fois que t'as pleuré ou que tu t'es autorisé à pleurer. Comme si en tant que mec, socialement, quand on pleurait, c'était mal vu, ou on perdait son rôle de mec, si tant est qu'on est censé avoir un rôle extrêmement genré dans cette société, qu'on perdait de sa superbe, qu'on descendait éventuellement de son piédestal, de son statut d'indéracinable, d'invincible, d'indétrônable, ce qui est ridicule à mes yeux, mais il y a encore probablement des gens qui voient ça comme ça. Je dis pas qu'il faut pas du courage, je dis pas qu'il faut pas de la pugnacité, je dis pas qu'il faut pas de l'abnégation, je dis pas qu'il faut pas savoir sortir de sa zone de confort, je dis pas qu'il faut pas du contrôle de soi, je dis pas qu'il faut pas de la résilience. Il faut tout ça pour être une belle personne, pour être un être humain qui vaut le coup et qui est intéressant pour les autres et qui est intéressant pour sa communauté et qui peut apprendre des choses aux autres. Et c'est des valeurs qui m'ont toujours guidé, et j'ai été élevé par une famille de militaires et j'ai de la famille dans l'armée, et c'est des valeurs qui, être fort pour être utile, ça résonne profond en moi. Et aujourd'hui, à plus de 30 ans, j'ai compris et j'ai fait la paix avec le fait qu'on peut être fort et on peut être sensible. Et quand j'avais 20 ans, ça me paraissait être une espèce de maxime, de carte postale ou de slogan publicitaire ou de titre sur une affiche. Mais en fait, on peut être fort et sensible à la fois. C'est absolument pas oxymorique, c'est absolument pas paradoxal. Vous avez le droit d'avoir plusieurs facettes. Et je dis vous parce que je parle aux hommes, mais je parle aussi bien aux femmes qui entendraient ce podcast et qui auraient envie peut-être de le faire écouter à leur mec, qui seraient un peu verrouillés et pris au piège malgré eux et prisonniers d'une masculinité toxique ou d'une éducation un peu trop masculinisante peut-être et un peu culpabilisante sur ces aspects-là. Moi j'ai eu des modèles forts. J'ai eu un père fort qui a fini général de gendarmerie, qui maintenant est directeur président de la SPA.
J'ai eu des grands-parents qui ont fait la guerre, j'ai eu des grands-mères qui ont été la première bachelière du Cantal en 1947 probablement. J'ai eu des exemples de gens qui se sont battus pour avoir ce qu'ils voulaient, qui ont gravi l'échelle et l'ascenseur social aussi, à la force du travail, à la force de la volonté et de l'abnégation. Et il y a des gens forts dans ma famille de tous les côtés. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sensibles, et on peut être tout ça à la fois. Ma femme, lapsus, ma mère est une des femmes les plus fortes probablement que j'ai jamais vues, et pourtant elle est extrêmement sensible et elle arrive très bien à conjuguer ces deux aspects-là. Il m'arrive de pleurer. Et ça veut pas dire que je suis pas quelqu'un de fort, ça veut pas dire que je suis pas capable de croire en ma destinée, de croire en mes capacités, d'avoir confiance en moi, bien au contraire. Et je pense que plus j'accepte cette part de sensibilité et non pas de faiblesse, et plus j'arrive à donner de valeur au reste de mes forces, en fait, et à mettre en lumière et à prendre du recul par rapport au reste de mes capacités et par rapport à la beauté de la vie et par rapport à l'ensemble des opportunités qu'elle nous offre. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être sensible, on n'est pas un roc totalement inébranlable et totalement exclu et isolé de son environnement, et même la roche est perméable, même la roche est d'une certaine façon mue par le mouvement de la tectonique et des plaques de la croûte terrestre autour d'elle, et sensible à l'érosion et à la succession des climats et des saisons et des inversions magnétiques et de la rotation de la Terre et du mouvement des pôles, etc. Donc c'est des conneries tout ça. Rien dans la vie n'est absolument condamné ou figé au point de ne jamais devoir changer, ne pas devoir être ébranlé ou ému d'une certaine façon. Et c'est pas parce qu'on doit être fort et qu'on doit être indépendant et qu'on doit être un être humain qui ne peut compter que sur lui-même et qui est libre financièrement, économiquement, idéologiquement, qu'on n'est pas aussi arrimé au sein d'un contexte, qu'on n'est pas en interaction perpétuelle avec un environnement physique, géographique, social, mais aussi émotionnel, et qu'on n'est pas mu par des sentiments et des émotions qu'on n'est pas obligé de contrôler H24 pour pouvoir devenir meilleur, pour pouvoir être un être humain valable et un mec, un vrai, encore une fois, selon le verbatim largement trop tendu, probablement, et un peu consacré à tort. Je vais boire un petit peu de cet Ice Tea Zero pour remettre mes cordes vocales en place parce qu'elles prennent cher. Donc les dernières fois où j'ai pleuré, parce que oui, j'ai pleuré depuis ce mois de février où j'ai réussi à accomplir ce que je pensais impossible et à manger 10 000, 15 000 calories challenge en une seule journée, puisque j'avais lamentablement échoué en 2017 au pied du podium à genre 13 000 cal, un truc comme ça. Est-ce que ça valait le coup de pleurer ? Peut-être pas. C'est un peu débile et dérisoire, mais comme probablement toutes les émotions d'une vie, est-ce que j'avais envie de pleurer ? Est-ce que je pensais que j'allais pleurer ? Non, bien sûr que non. Est-ce que ça m'a fait du bien de pleurer ? Carrément. Est-ce que je regrette d'avoir pleuré ? Absolument pas. Le jugement de valeur de pourquoi est-ce que tu as pleuré se pose plus, et c'est pour ça que je fais ce podcast, sur le pourquoi est-ce que tu t'es allé laisser à pleurer, plutôt que pourquoi est-ce que tu as pleuré pour un truc aussi dérisoire. C'était pas ça le sens des commentaires qu'il y a sous ma vidéo, qui est d'ailleurs la vidéo la plus dislikée de toute ma chaîne YouTube, je crois. Alors, la plus dislikée, on s'entend, hein, je crois qu'il y a genre que 90% de likes. Mais il y a 10% de mecs que ça a dérangé de me voir pleurer en public et de voir que je pouvais assumer mes faiblesses, que je pouvais me regarder en face et ne pas couper un moment d'une telle honnêteté émotionnelle, d'une telle transparence et d'une telle fragilité peut-être. J'ai pas besoin de me montrer tout le temps fort pour me prouver que je suis fort. J'ai pas besoin de me montrer pseudo inébranlable et sans faiblesse pour faire croire aux autres que je suis au-dessus du lot et que je suis quelqu'un de valable et d'émotionnellement stable. C'est pas vrai. Personne n'est comme ça. Tout le monde a des coups de mou, tout le monde pleure. Et je crois que c'est cette transparence et cette franchise et cette honnêteté et cette humanité qui font que vous pouvez aussi vous identifier à mon contenu et que vous voyez que je suis une vraie personne, et que 99 fois sur 100, quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent bah t'es exactement pareil en vrai que dans tes vidéos, parce que je suis comme ça. J'ai pas envie d'avoir de filtre et j'ai pas envie de travestir la réalité et de dire mais non, je vais pas pleurer, non, tout va bien, je suis en super contrôle, je suis super heureux, tout va bien. Ce serait débile. On sait aujourd'hui, grâce aux études en psychologie, que
On a des biais psychologiques qui nous font croire que, par exemple, notre mariage va être le jour le plus heureux de notre vie. On se rend compte dans les recherches que c'est pas forcément vrai, même si c'est très tabou de dire qu'après son mariage, ouais, c'était un jour cool, c'était peut-être un jour comme les autres, enfin un jour fatigant, on a eu du soulagement, on a eu de la déception à certains moments, on a eu de l'ennui, on a eu peut-être de la compassion, on a eu plein de sentiments mêlés, mais pas forcément que de la joie comme dans les Disney à 110%. De la même façon, quand on perd un membre, par exemple, même si on a généralement un traumatisme qui est à peu près émotionnellement comparable à la perte d'un membre, d'un bras ou d'une jambe par exemple, par rapport à un membre de sa famille, on peut avoir un traumatisme équivalent. Il se trouve que les niveaux de bien-être remontent dans les recherches en psychologie assez vite. Généralement au bout de 12 à 18 mois, on en revient à finalement être de retour à son niveau de bonheur ou de bien-être, qui est une notion difficile à définir en psychologie, mais de référence. Donc est-ce qu'on est extrêmement malheureux si on perd un membre, un doigt, une main, un pied? Oui, probablement, potentiellement, pendant un court laps de temps. Après, court, c'est une définition fluctuante, mais le bonheur peut revenir, tout comme le malheur peut apparaître aussi au cours d'un mariage, potentiellement. Donc tout ça, c'est des biais de pensée émotionnelle, parce qu'on se voit, on se projette dans un état en se disant oh, on va forcément être très heureux ou on va forcément être très malheureux. Bah non, en fait, on est des animaux, on est des mammifères et on est surtout des êtres doués de raison et mus et articulés par nos émotions qu'on ne contrôle pas. C'est la beauté des émotions et c'est leur définition même. C'est plutôt généralement nos émotions qui nous contrôlent plutôt que l'inverse. Donc on ne sait pas dans quel état on va être à un moment donné, personne ne le sait et ce serait mentir de pouvoir prédire avec une certitude absolue qu'on va être absolument heureux à tel moment de sa vie ou absolument malheureux à tel moment de sa vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certaines personnes au cours d'un deuil, à un enterrement par exemple, en ressentant de la joie ou du soulagement ou en ayant un rire nerveux, peuvent culpabiliser de façon extrêmement douloureuse, alors qu'on est humain, et ressentir de la joie parce que quelqu'un meurt, ça veut pas dire qu'on est une personne atroce, ou ressentir du soulagement parce qu'une relation s'en va ou qu'on perd un proche, ça veut pas dire qu'on est un monstre. Et il y a souvent des gens qui s'enferment dans des schémas psychologiques qui sont extrêmement douloureux et extrêmement difficiles à supporter, tout simplement parce qu'ils ont des attentes vis-à-vis de leurs propres émotions, alors qu'il n'y a pas d'attente à avoir de ces émotions. On peut aimer les gens, on peut ne pas les aimer, on peut être heureux comme on peut être pas forcément heureux grâce ou à cause d'un événement donné dans la vie. On est comme ça, on est humain et on n'a pas à être d'une certaine façon. Et on ne doit rien à personne, pas plus qu'on ne se doit quoi que ce soit à soi-même. Donc pourquoi t'as pleuré, frère? Bah primo, je vous emmerde, voilà, j'ai pleuré parce que sur le coup j'avais envie de pleurer, et puis j'ai ensuite dans un deuxième temps assumé d'avoir pleuré parce que ça me faisait plaisir de montrer comme une personne 100% transparente et intègre, et que j'ai pas à me cacher de pleurer. En fait, si j'ai envie de pleurer, je pleure, et cette force-là que j'ai acceptée avec le temps fait que je peux me laisser aller aujourd'hui beaucoup plus à ne pas retenir mes larmes, parce que j'ai plus de preuves à faire sur ma valeur en tant qu'homme viril, en tant qu'homme valable, si on peut parler avec ce genre de termes. J'ai rempli probablement toutes les cases de la masculinité, de la réussite sociale, de la réussite professionnelle, de la réussite familiale, amoureuse. J'ai coché tellement de cases à peine 30 ans que j'ai plus grand chose à prouver en fait, et je suis du coup tellement affranchi émotionnellement, socialement et psychologiquement sur l'ensemble de ces tableaux-là, que j'ai virtuellement quasiment plus de compte à rendre à personne, et que si j'ai envie de pleurer, même le jour de mon anniversaire, si ça m'amuse, je pleure en fait. Voilà, primo. Et ça, c'est très cool. Deuxièmement, pleurer, c'est pas si mal. Pleurer, c'est cool. Pleurer, c'est aussi en tant que mec, parce que je sais pas ce que ça fait de pleurer quand on est une fille, parce que je suis pas une fille, même si la définition de mec et de fille, dans un univers qui est de moins en moins genré, de plus en plus inclusif et de moins en moins étiqueté et de moins en moins catégorisant, ça c'est aussi probablement des contextes et des concepts dont il va falloir qu'on reparle. Mais je sais pas ce que c'est que d'être du genre femme en tout cas, ou du genre fille dans notre société, et de pleurer. Donc je vais vous donner mon expérience de mec parce que c'est la seule que je connais et que je maîtrise à peu près, et encore pas très bien. C'est plutôt cool. Je suis content d'arriver à le faire, et même en public. Il y a toujours pas mal d'émotions, et j'aime généralement l'émotion que ça véhicule
quand on est avec des femmes, parce que généralement les femmes qui vous voient pleurer considèrent que vous avez dépassé la barrière débile de devoir serrer les dents et se mordre les joues pour ne pas pleurer, pour passer pour un vrai mec. Et si vous avez du mal ou si vous hésitez à pleurer en public et que vous pouvez vous l'autoriser une fois pour essayez, vous verrez. Généralement les gens vous voient comme plus fort parce que vous êtes plus vrai. En tout cas c'est mon ressenti. Et je suis content de le penser parce que je pense que c'est comme ça que les choses se passent et que même si c'est pas comme ça, je suis content de le ressentir de cette façon-là. Bref. Quelles sont les autres occurrences au cours desquelles j'ai pleuré depuis cette mémorable nuit du... Je sais plus quand c'était, le 28 février, 12 mars, peu importe, j'en sais rien. J'ai pleuré en matant un film depuis. Je crois que c'était Into the Wild, un film que j'ai vu extrêmement tard. J'étais late to the party, comme on dit. Et le frère de ma meuf a un mode de vie où il est passionné par le voyage, il a voyagé énormément et je sais qu'il s'est énormément identifié à ce personnage. Et ma meuf m'avait dit, mon frère a pleuré tellement fort en voyant ce film. Et lui aussi, c'est un super grand voyageur, hyper autonome, hyper indépendant, hyper beau gosse, hyper viril et tout. Et ça l'empêche pas de pleurer en voyant ce film. Et en fait, quand j'ai vu ce film, j'ai compris le pouvoir émotionnel énorme de ce film. Moi aussi, j'ai pleuré à la fin de ce film et il est génial. Donc j'ai pleuré après Into the Wild. Je crois que j'ai pleuré après Interstellar aussi, que j'avais pas vu non plus. Et là aussi, j'étais late to the party. Ça déconne sévère, je crois, en termes de cinématographie. J'étais un immense fan de cinéma et je le suis toujours, sauf que je prenais davantage de temps pour regarder des grands films quand j'étais en prépa, parce que je bossais tellement que je m'obligeais à déconnecter mon cerveau au moins une fois par semaine pour me mater un grand film, ce qui fait que j'ai dû mater peut-être 100 ou 110 films en 2 ans de prépa qui étaient des vraies valeurs sûres du cinéma français et international, parce que je pouvais pas me permettre de regarder des films qui étaient pas bien, parce que j'avais tellement peu de temps libre que vraiment je m'assurais de regarder des films qui étaient des pépites. Donc j'avais des listes et je faisais co-vérifier des listes par des mecs qui étaient des geeks du cinéma aussi dans ma prépa, et puis je vérifiais avec Rotten Tomatoes et des sites d'évaluation, etc. pour être sûr de ne pas faire de conneries. Et de fait, j'ai plutôt bien ingéré ma soucoupe et dans cette espèce d'univers du cinéma, j'ai navigué que de bons films en bons films et j'ai vu beaucoup de pépites. Mais évidemment, Interstellar n'était pas sorti en 2006 quand j'ai fait ma prépa. Donc après, j'ai pris pas mal de retard avec la vie active et tout. J'ai toujours mis plus l'accent depuis sur le fait de s'entraîner et de faire des choses qui font un peu avancer la machine et mon business et mes entreprises et mes sociétés plutôt que de regarder des films. Même si c'est mal parce qu'il faut laisser dans sa vie, je pense, une grosse part de... Enfin, en tout cas une part, pas forcément grosse, mais une part de divertissement et d'ouverture sur ce genre de raison. Donc je vais me mettre à regarder plus de films que récemment, je pense. Je vais reprendre un peu ma passion pour le cinéma. Bref, petit aparté, mais du coup j'avais pas vu Interstellar depuis sa sortie, et je crois que j'ai pleuré à la fin tellement c'est émouvant et tellement c'est beau, la musique est incroyable. Bref, c'est magnifique. J'ai pleuré ce week-end aussi à un mariage auquel j'étais invité, pas parce que j'étais en train de défoncer mes calories et de niquer ma sèche, non, même si j'aurais pu pleurer de joie devant les tatakis de saumon et les magnifiques os à moelle et le foie gras poêlé, parce que c'était absolument divin. Mes lapins, si vous écoutez ce podcast et que vous vous reconnaissez, ce petit traiteur était un cadeau béni des dieux, et je vous en remercie. Mais j'ai pleuré juste après, au moment des discours, parce qu'il y a des discours extrêmement touchants des parents des mariés, et loin des clichés et de l'espèce de biais de on va essayer de faire un discours qui est très arrangeant et qui va dans le sens des conventions et de ce qu'on attend des discours des parents à un mariage de cet ordre avec 220 personnes, etc. Je suis tombé sur un vrai moment d'humanité, sur les paroles d'un père et d'une mère qui m'ont montré qu'il y avait vraiment de l'amour, de la véracité et de l'authenticité absolue dans certains sentiments humains, et qui est quelque chose que j'avais pas vu depuis longtemps, que j'avais pas senti, que j'avais pas constaté et qui m'avait pas animé de cette façon depuis extrêmement longtemps. Et je me suis connecté non pas seulement aux mots, parce que les mots ont toujours évidemment un impact absolument énorme sur la façon dont j'interagis avec le monde, parce que c'est par les mots que je croise les émotions et que j'interagis avec elles et que je navigue, parce que les mots sont toujours ma principale et ma première arme. Mais là, je me suis connecté aux émotions, aux sensations et aux sentiments.
Et c'était tellement fort que j'ai pas pu m'empêcher de verser une larme, et c'était magnifique, et je le regrette absolument pas parce que j'ai vécu un très beau moment. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai pleuré 3 fois dans les 6 derniers mois, c'est déjà pas mal. Je plaisante, il n'y a pas de quota, vous pouvez pleurer tous les jours si ça vous amuse. Je me souviens après une rupture particulièrement difficile quand j'avais 19 ans, 20 ans, avoir pleuré une fois dans le RER. J'étais tout seul. Et il y avait une dame qui doit avoir probablement, je sais pas, elle devait avoir 50, 55 ans peut-être, l'âge de ma mère à l'époque. Et je la connais évidemment pas. Je suis en train de pleurer comme une merde parce que je suis triste, et que j'en ai plus rien à foutre du regard des autres, et que je suis juste en train de pleurer parce que je me suis séparé d'une personne que j'aime et que c'est douloureux, et que je lâche la rampe, comme dirait ma petite sœur. Je m'en bats les couilles et j'envoie péter toutes les conventions et tous les faux semblants, et je chiale, tout simplement. Et cette dame, en fait, a traversé le wagon du RERC, et elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle m'a prise dans ses bras. Et on n'a pas parlé, on s'est pas parlé, elle m'a simplement fait un câlin. Et le temps d'un arrêt, elle descendait à la station d'après. Et ensuite, elle s'est levée, elle m'a regardé, elle m'a souri, elle est partie. Et en me remémorant en souvenir, je me souviens qu'elle avait pas de masque, parce que c'était évidemment il y a 13 ans, et qu'on n'avait pas de stupide masque dans les transports en commun. Je pense que ce moment aurait probablement été émotionnellement moins fort si elle avait eu un masque. Bref, mais c'était un très beau moment d'humanité, et je me souviendrai probablement de ce moment anodin, et en même temps tellement puissant toute ma vie. Accepter de se connecter à ses émotions quand elles sont vraies, quand elles sont authentiques, quand elles sont ressenties, et qu'elles sont pas fakées ou totalement artificielles ou manipulées, est probablement la chose qui nous rend le plus fort, parce que le plus aligné avec qui on est, avec qui on doit être pour soi-même et pour les autres, et pour exprimer toute la beauté de l'univers et de la vie telle qu'elle doit s'exprimer. Parce que au final, au-delà de la réussite, au-delà du confort matériel, au-delà de la transmission du patrimoine génétique et de la survie de l'espèce, la seule chose qui compte, c'est très probablement l'émotion, le bonheur, le bien-être, et tout simplement l'expérience et le fait de vivre des émotions positives ou négatives, peu importe peut-être, même si un petit peu plus de positif c'est mieux que l'inverse sans doute. Mais le seul but c'est ça, c'est de tracer sa route et de vivre des expériences et d'en retirer des émotions et de les assumer et de les vivre pleinement, je crois. Voilà pourquoi j'ai pleuré.